La brousse australienne. Il n'est pas d'environnement plus hostile. Dans cette désolation, une volée de plusieurs milliers de cacatoès criards et indomptables. Ils font plus que survivre. Ils prospèrent. D'un bout à l'autre du continent. Des chaleurs du désert à la région des gommiers et aux monts enneigés. Ces oiseaux insolents au plumage chatoyant ont fait de l'Australie, envers et contre tout, le pays des perroquets. Avant l'apparition des déserts, la forêt tropicale recouvrait le continent australien. De cette forêt, il ne demeure aujourd'hui que quelques poches isolées. Ces espaces luxuriants résistent grâce à la mousson tropicale qui balaie la côte nord de pluies torrentielles. Dans ces forêts, des groupes de perroquets aux couleurs éclatantes, agiles de leur bec et de leurs pattes, ont appris à extraire leur pitance des graines et des fruits qu'on y trouve en abondance. Le plus petit d'entre eux, le perroquet figuier, se gave de fruits plus gros que sa tête. Les mâles arborent en général des couleurs assez vives, de nature à attirer l'attention des femelles sans pour autant appâter les prédateurs. La perruche royale est voyante, alors que les plumes vertes du perroquet de Geoffroy se confondent avec les feuillages. Celui-ci compte sur sa jolie tête rouge et ses yeux vifs et clairs pour plaire à la jante féminine. L'un des oiseaux les plus étonnants qui soit est le grand Eclectus. Il apporte en effet un démenti à pratiquement toute la théorie de l'évolution. Le mâle est de couleur verte, la femelle rouge. Pendant longtemps, on a cru qu'ils appartenaient à deux espèces distinctes tant ils sont différents. Le scientifique Rob Heinsohn a entrepris de découvrir les secrets de ce volatile singulier. L'Eclectus offre un cas exemplaire de l'évolution des perroquets. Leur coloration pose une énigme. J'ai voulu savoir pourquoi ils étaient si différents. Je les dérange là. Mais je ne pouvais pas faire autrement pour voir s'ils occupaient les creux. L'un d'eux est en effet sorti d'un nid, c'est très bon signe. Ça vaut la peine d'installer une corde et de monter dans l'arbre pour aller voir de plus près. Il restait tout de même un problème. J'ai le vertige quand je suis en hauteur. La tête me tournait de plus en plus. Mais je n'ai pas résisté à la curiosité d'aller voir ce qu'il y avait dans ces creux. J'ai donc surmonté ma peur, je me suis accroché à la corde et j'ai grimpé. Lindsay, il y a des œufs. Génial! C'est génial, oui. Ils ont donc commencé à se reproduire. Je vais monter jusqu'à l'autre trou pour voir ce qu'il en est. Je suis monté à 15, 20, 25 mètres et j'ai enfin atteint le nid qui m'intéressait. J'ai regardé à l'intérieur et il y avait là deux poussins magnifiques. Oui, il y a des poussins ici. Ils sont beaux en plus. Au cours des 8 dernières années, Rob a étudié cette femelle et les poussins qui vivent dans ce creux d'arbre. Il les mesure, les bague et surveille leur croissance. Sa présence ne semble pas perturber les poussins, ni dissuader leur mère de veiller sur eux. Notre femelle favorite, notre vedette, vient d'accomplir un numéro classique. Mettre au monde des petits en pleine forme comme celui-ci. Leur vie dans la forêt tropicale débute sous d'excellents auspices. Il n'est pas aisé de trouver un bon creux d'arbre, et la femelle garde le sien avec acharnement.
On a surveillé son nid pendant de longues heures. On a construit des points d'observation dans les arbres voisins, on a passé beaucoup de temps dans les cimes, à simplement observer le comportement de la femelle. La favorite de Rob ne prend aucun risque. Pendant les 9 mois que dure la saison des amours, elle ne quitte pas son nid. Elle repose entièrement sur le mâle pour son alimentation. C'est du service à domicile. Elle se conduit comme une invalide qui resterait chez elle. Les mâles font tout le travail, vont et viennent, et lui régurgitent des aliments. En échange de ses faveurs, bien sûr. Toutefois, ce mâle n'était pas le seul à prendre soin d'elle. Elle faisait l'objet de toutes les attentions. En réalité, 7 mâles faisaient la queue pour la nourrir. Et elle s'accouplait avec chacun d'eux. Nous en avons déduit qu'il s'agissait d'une forme de ruse. Elle faisait en sorte qu'ils aient tous le sentiment d'être le père, ce qui les motivait un peu plus pour lui rapporter de la nourriture. Les tests d'ADN prélevés sur les plumes des poussins révèlent cependant un fait surprenant. Sur les 24 petits qu'elle a mis au monde, au cours des 8 dernières années, 19 sont du même surmâle. Pour compléter le tableau, Rob désirait savoir jusqu'où allaient les mâles dans leurs trajets alimentaires. On a capturé un grand nombre de mâles et on leur a posé des transmetteurs sur la queue. On a installé des antennes sur les ailes de l'avion et on les a suivis du ciel sur toute la région. Fait incroyable, les trajets alimentaires de ces mâles languissants d'amour couvraient une superficie d'une centaine de kilomètres carrés. Il est apparu qu'ils s'occupaient de plus d'une femelle. Certains en avaient 3 ou 4 auxquels ils rendaient visite, qu'ils nourrissaient et avec qui ils s'accouplaient. En les suivant à la trace, on a surpris leur petit manège. Après avoir rendu visite à leurs petites amies, les mâles viennent retrouver la préférée de Rob. Il arrive souvent qu'ils regagnent le nid au même moment, ce qui donne lieu, le cas échéant, à beaucoup de chamailleries. La diversité des modes de vie entre les sexes explique la différence de coloration du plumage. Le mâle est vert. C'est très important qu'il reste camouflé quand il cherche à se nourrir à travers la forêt, sur les arbres qui portent des fruits. Le mâle semble utiliser très judicieusement le rouge sous ses ailes pour se faire remarquer des femelles. Par contraste, le rouge de la femelle, visible à de longues distances, sert de signal ostensible. Elle brille en effet comme un phare et signifie par là aux autres oiseaux, en particulier aux autres femelles, « Va-t'en, ce creux est occupé, ne t'avise pas de t'approcher ou tu le regretteras. » Aucun autre oiseau au monde ne s'accouple ainsi. Une stratégie nuptiale qui s'est perfectionnée au sein de ces anciennes forêts sur une durée extrêmement longue. Dans le même temps, de brusques changements ont fait apparaître ailleurs sur le continent de nouvelles variétés de perroquets. Il y a des millions d'années, la plupart des forêts tropicales australiennes se sont asséchées et transformées en bois clairsemé. Nombre de perroquets ont dû s'adapter à ces conditions moins clémentes. Pour survivre en lisière du désert, les Kakatoès de Banks se concentrent autour de quelques cours d'eau jalonnés d'arbres. À la tombée du jour, les oiseaux arrivent des 4 coins de l'horizon. Étant donné la rareté des creux d'arbres où se reproduire, la plupart de ces jeunes mâles sont célibataires. C'est sur la seule mare des environs qu'ils prennent l'apéritif, et la soirée a tout fait de dégénérer en une fête bruyante. Les jeunes font la cour en exhibant la bande colorée qu'ils ont sur la queue, ainsi qu'en dressant leurs crêtes. Ces crêtes singulières sont ce qui distingue les Kakatoès des autres perroquets. Ces opportunistes se sont multipliés et propagés à la faveur de l'assèchement du continent. Au cours de l'ère glaciaire, sur des terres battues par les vents,
d'immenses dunes de sable se sont formées. Herbes et broussailles se sont disséminées à travers le désert, produisant des graines en abondance. Les Cacatoès rosalbins ont été prompts à tirer profit de ces nouvelles ressources. Ils n'étaient pas difficiles à satisfaire et se sont répandus un peu partout en mangeant n'importe quoi, ou presque. Aujourd'hui, rares sont les régions du continent où ces extravertis ne sont pas présents. Mais ces opportunistes n'étaient pas les seuls à tester de nouvelles saveurs. Moins commun, le Cacatoès de Leadbeater s'est découvert il y a peu un goût pour le concombre groseille. Ces oiseaux curieux ont appris sans peine à se servir de leurs pattes pour décortiquer ce fruit. Ce nouveau mets faisait partie d'un assortiment exotique. Voici un siècle et demi, des vachers sont partis s'installer au milieu du désert. Où qu'ils aillent, ils fournissaient aux perroquets de nouvelles ressources. Les concombres groseilles ont été introduits pour nourrir les chameaux des marchands afghans qui voyageaient dans la brousse, où ils approvisionnaient des propriétés isolées. Ces pionniers menaient une vie éprouvante. En but à de fréquentes sécheresses, ils avaient du mal à s'en sortir. D'autant plus que les Cacatoès se sont bientôt aperçus qu'il y avait là du cheptel. Du cheptel livré en pâture. Tous ces aliments qui leur étaient comme servis sur un plateau ont rendu la vie assez confortable à des générations entières de Cacatoès, dont le nombre explosa. Période faste pour les Cacatoès et les perroquets, qui s'est prolongée lorsque les colons ont découvert des nappes d'eau souterraines dans lesquelles puiser. Les bassins aménagés par l'homme ont contribué à l'expansion et à la survie des perroquets en des lieux qui jusque-là leur étaient restés interdits. La perruche de Barnard, la perruche ondulée, la perruche à tête pâle, toutes viennent y boire en famille. La perruche multicolore peut, il est vrai, vivre dans des régions arides. Mais qui dans la brousse refuserait une boisson offerte? Il pleut rarement dans les déserts australiens, où la sécheresse peut durer plus d'une décennie. Les points d'eau se transforment en boue. Ce qui laisse les écrevisses à découvert et en fait des proies faciles. La faune s'est adaptée pour survivre aux périodes où les rivières finissent en flaques. Et où les lacs de barrage font place à des étendues craquelées et inutiles. L'air vibre dans la chaleur. Les cultures sont emportées par le vent. Et à l'intérieur des terres desséchées, on attend des pluies qui semblent ne jamais arriver. Les premiers signes annonçant la fin d'une sécheresse peuvent provenir d'un réchauffement de l'océan Pacifique occidental. Un cyclone se forme en aspirant la chaleur et l'humidité de la mer à son approche de la côte. Des vents soufflant jusqu'à 250 km/h s'abattent sur le littoral. En avançant vers l'intérieur des terres, le cyclone s'affaiblit et donne lieu à des précipitations diluviennes. C'est alors un déluge sur des milliers de kilomètres à travers le continent. Et les perruches nymphiques d'accueillir la pluie par une danse. En quelques heures, le moindre lit de rivière se remplit d'une eau précieuse. Les torrents dévalent les gorges étroites des chaînes de montagnes, érodant le paysage.
Des cours d'eau sinueux abreuvent le pays jusqu'en son cœur aride. Dans le Channel Country, les ruisseaux se ramifient dans les plaines inondables, jusque-là desséchées. Le désert reverdit pendant quelque temps. En un éclair, les plantes désertiques donnent quantité de graines. Les oiseaux aquatiques perçoivent mystérieusement cette transformation et voyagent sur de longues distances. Les poissons se reproduisent dans les lacs formés depuis peu, où se régalent les jeunes cormorans en pleine croissance. Les grues brolgas arrivent en quête de racines de lèche. Quand les herbes natives commencent à monter en graines, le décor est planté pour la venue des vedettes du désert australien, les perruches ondulées. Les Australiens les gardent en cage, mais à l'état sauvage, ces perruches errent dans les vastes étendues de la brousse. Quand il pleut, des volées d'oiseaux surgissent de toutes parts. Nul ne sait comment elles s'orientent. Peut-être sont-elles guidées par les ondes de basse fréquence émises par les orages sur des milliers de kilomètres. Leur but est de se reproduire avec frénésie tant que les conditions le permettent. Le long des gorges des chaînes centrales, chaque creux d'arbre s'anime à la faveur des parades nuptiales. Rien de tel qu'une plage au bord de la rivière pour un dîner en tête-à-tête. S'il est nécessaire d'être camouflé pour picorer par terre, il faut aussi savoir attirer l'œil d'une éventuelle partenaire. Les perruches ondulées ont une perception oculaire différente de la nôtre. Les humains distinguent le rouge, le vert et le bleu. Les perruches, elles, ont une quatrième cellule oculaire qui leur permet de percevoir l'ultraviolet. Quand ils tombent sur certaines zones du plumage, les UV produisent une lueur réfléchissante. Il y a fort à parier qu'une femelle choisira le mâle le plus fringant, au plumage le plus vif. Surtout s'il sait aussi se battre. Ayant écarté son rival, le mâle peut à présent passer aux choses sérieuses et séduire la femelle. Outre la réflexion des UV, certaines régions de leur plumage prennent une teinte fluorescente, en particulier au niveau du cou et de la tête. Le plumage ne trompe pas. Afin de rendre le sien attirant, le mâle doit être en bonne santé et exempt de parasites. J'ai d'excellents gènes, choisissez-moi. Voilà ce qu'annoncent ces taches. Si la femelle se laisse convaincre, il l'invite à un bon repas en régurgitant des aliments dans son bec. Dans les jours qui suivent, elle pondra environ 6 œufs dont l'éclosion aura lieu 2 ou 3 semaines plus tard. Elle nourrit ses poussins aveugles et nus d'un liquide nourrissant semblable à du lait. Les oisillons se développent vite. « 12 jours plus tard, les plumes des ailes apparaissent.
Et en l'espace de 4 semaines, ils sont pratiquement prêts à quitter le nid. Ces poussins seront en âge de se reproduire dès le 60e jour après l'éclosion. Un taux de rotation ultra rapide destiné à faire sortir les oisillons du nid avant qu'il soit trop tard. Mais du jour au lendemain, tout pourrait finir. À 2 mètres, le Varan perenti est le plus grand d'Australie. Prédateur infatigable, il couvre de grandes distances pour s'alimenter. Le Varan perenti piste sa proie par la vue et en détectant des molécules odoriférantes à l'aide de sa langue. Dans le ciel, ils sont loin d'être aussi vulnérables. Des escadrilles de perruches synchronisées volent à basse altitude parmi les mulgas. Les couleurs qu'elles ont dans le dos les camouflent sur ce fond d'herbe sèche. Là où vont les perruches ondulées, les oiseaux de proie suivent. C'est un maillon faible que recherche le chasseur. Cela dit, les perroquets d'Australie ne sont pas toujours à cheval entre la vie et la mort. Le Cacatoès rosalbin semble avoir tout loisir de faire le clown. Certaines années, les perruches ondulées se multiplient si vite qu'elles deviennent pour un temps la famille de perroquets la plus nombreuse du continent. Certains témoignages des premiers colons
évoquent des volées épaisses au point d'obscurcir le ciel. Mais les meilleures choses ont une fin. Au retour de la sécheresse, la reproduction s'interrompt. Après avoir élevé plusieurs générations d'oiseaux, les perruches se dispersent, reprenant leur vie nomade dans le désert, dans l'attente des prochaines grosses pluies, qui surviendront on ne sait quand. Par contraste avec l'intérieur du pays, aux sécheresses imprévisibles, le littoral du sud de l'Australie connaît des saisons bien plus régulières. En hiver, les masses d'air froid de l'Antarctique apportent de la neige en haute montagne. Les wombats peuvent fourrager par tous les temps. Mais les perroquets, eux, n'apprécient pas le mauvais temps. Il en est pourtant qui parviennent à survivre au-dessus de la limite des neiges éternelles. Les perruches à ventre jaune s'approvisionnent en baies alpines dans le blizzard. Au niveau de la mer, le front froid donne lieu à des vents violents qui, s'ils font la joie des surfeurs, mettent en péril toute autre forme de vie. La perruche des rochers a intérêt à apprécier les plantes très salées. Vivre dans la zone d'Embrun n'est pas facile, mais ces oiseaux résistants sont des battants. La situation s'améliore un tant soit peu dans la lande, non loin de la côte. Un environnement plus riche qui attire le kakatoès à tête rouge. À l'instar de la plupart de ses congénères, il est gaucher. De la patte droite, il se cramponne à une branche balancée par le vent, tandis que de la gauche, il tient le péricarpe. Le kakatoès funèbre privilégie lui aussi la patte gauche quand il s'attaque au cône qui enserre les follicules du banksia. Une opération délicate qui nécessite assez de force pour rompre la dure enveloppe extérieure et de la dextérité pour extraire et peler les graines qu'elle recèle. Les plantes indispensables à la survie de ces perroquets doivent être brûlées pour se régénérer. Un orage y suffira. Mais la brousse australienne se laisse dévorer par les flammes. Il faut une chaleur intense pour libérer les graines du fruit du banksia. Les cônes du akea se fendent. Les fruits du gommier tombent sur le sol de la forêt. L'huile contenue dans les feuilles d'eucalyptus est aussi explosive que l'essence. Sur aucun autre continent, les incendies ne se propagent comme ils le font en Australie. Certains feux brûlent des millions d'hectares. Mais quelques heures plus tard,
les grands réveilleurs picorent déjà dans les cendres. Et les perruches de Penang qui survivent à cet enfer dégustent des graines d'eucalyptus grillées. À peine quelques jours après, les eucalyptus développent des pousses vertes. En l'espace de quelques années, les forêts se régénèrent. Ce n'est pas la nourriture qui manque. Le moment est donc venu pour les perruches de Penang de se reproduire à nouveau. Par leur plumage vif, les perroquets semblent crier à leurs prédateurs potentiels « Distribution gratuite de repas, servez-vous !» Mais qu'on soit une perruche ondulée ou de Penang, un éclectus ou tout autre perroquet, il faut courir le risque de la couleur afin de s'accoupler. Certains ont le beurre et l'argent du beurre. Ces oiseaux au ton criard sont en réalité camouflés grâce à leur forme de feuilles et leur dos vert. Encore que leur déguisement ne soit pas tout à fait adapté aux banlieues australiennes. Depuis que les Australiens ont commencé à planter des arbres natifs dans leur ville, les repas sont offerts. Les perroquets acceptent volontiers l'invitation. Certains prolongent leur séjour plus que de raison. Ne sachant plus que faire de son temps, ce Cacatoès a fini par se laisser piéger dans un isolateur électrique. Le Cacatoès nasique, lui, s'attaquera à tout ce qui se trouve sur son chemin, même une route en bitume. Puis le jardin du voisin. Mais ces dégâts ne sont rien comparés à ceux qu'il inflige aux agriculteurs. Car le Cacatoès adore les techniques agricoles modernes. Il y a une vingtaine d'années, l'exploitation agricole de Lakeland s'est lancée dans l'agriculture intensive. L'environnement se prêtait à la culture du maïs et de l'arachide, laquelle a attiré le Cacatoès à huppe jaune. En l'espace d'une semaine, les oiseaux causent des dommages, évalués à plusieurs dizaines de milliers de dollars, sur les champs de maïs de l'agriculteur Darren Hoskins. Leur nombre s'est multiplié au fil des années. C'est principalement dû à leur habitat naturel, qui ne leur offre pas de ressources suffisantes tout au long de l'année. Tandis qu'ici, dans la vallée, à Lakeland, même quand il fait très sec entre août et septembre, ils subsistent sur le sol des résidus de culture. Les oiseaux ont de quoi manger toute l'année. Dans ces conditions, ils peuvent continuer de se reproduire 12 mois par an, sans aucun problème. Il y a de la nourriture et de l'eau à volonté, tout leur est disponible, ils se font plaisir. Quand ils ont fini le maïs, les Cacatoès se rabattent sur les champs d'arachides où ils défont les bottes de foin. Les Cacatoès funèbres se joignent au festin. Comment notre agriculteur s'y prend-il pour tenter de les maîtriser? Je me promène en voiture et je leur tire dessus avec une arme à longue portée.
Un coup de feu suffit à leur faire peur, ou même un coup de klaxon. Mais c'est une activité à temps plein pendant 2 à 3 mois de l'année. Vous passez votre temps à pourchasser les cacatoès en voiture d'un champ à l'autre, jusqu'à ce que la chaleur s'élève. Il se met ensuite à faire trop chaud pour eux, alors ils vont se percher dans les arbres avant de revenir s'alimenter. Et nous de repartir à leur poursuite. C'est vraiment pénible. Plus au sud, dans la région où l'on cultive l'avoine, c'est un autre cacatoès, mais l'histoire est la même. À petite dose, le Cacatoès corella est un oiseau charmant. Mais quand des volées qui comptent jusqu'à 30 000 oiseaux en maraude s'approprient une récolte, on comprend ce qui peut chagriner un agriculteur. Le grain est stocké dans des grands abris protégés par des toiles épaisses. Mais celles-ci ne résistent pas à leur bec affûté. Après le plat de résistance, les oiseaux se rendent sur le vignoble le plus proche pour le dessert. Quant aux cultivateurs de litchi, leur ennemi s'appelle le loriquet à tête bleue. Les cultivateurs passent chaque heure du jour à patrouiller dans leur verger pour tenir les oiseaux à distance. Tels des enfants placés devant des confiseries, ceux-ci picorent et gâchent chaque fruit. Pour les cultivateurs, c'est à celui qui récoltera le fruit mûr en premier. Or, à ce jeu, l'oiseau sort victorieux. Néanmoins, tous les cultivateurs ne sont pas en guerre avec les perroquets. Un élevage de bétail du Queensland sert d'improbable refuge à une beauté turquoise rarissime, la perruche à ailes d'or. Au siècle dernier, des ornithologues attrapaient ces oiseaux prisés et dérobaient leur nid. Ce pillage a abouti à la quasi-disparition de l'espèce. Pour ne rien arranger, le mode de vie de ces perruches difficiles est soumis à des conditions bien particulières. En premier lieu, un couple a besoin, au moment de se reproduire, d'une termitière climatisée dans laquelle se terrer et faire son nid. Ces perruches ont élu domicile sur l'exploitation de l'éleveuse Sue Shepherd. Depuis 30 ans, à la saison des amours, elle parcourt à moto des centaines de kilomètres afin de localiser les monticules hébergeant des poussins. Dans la moitié des monticules occupés, elle a trouvé une larve qui ne s'observe que dans les nids de la perruche à ailes d'or. Il s'agit d'une larve de papillon de nuit qui synchronise la mue de ses petits avec l'éclosion des poussins. Les larves consomment les excréments des oisillons, ce qui paraît convenir à tout le monde. Pendant ce temps, les parents sont partis faire des provisions. À leur retour, le père se pose sur le monticule pour vérifier que rien ne menace les petits. Et leur annoncer qu'il est l'heure du repas. Il monte la garde pendant que la femelle vient les nourrir.
emploi du temps éreintant quand on sait que les poussins prennent 4 à 5 repas par jour. Le rôle du père est de tirer de leur nid douillet les poussins âgés de 5 semaines pour les jeter dans le vaste monde. C'est la saison sèche, ce qui signifie que les jeunes oiseaux peinent à trouver dans les herbes épaisses de quoi se nourrir. Sue facilite donc l'œuvre de la nature en brûlant la végétation et en exposant le repas suivant. Cette propriété est un refuge pour la perruche à ailes d'or. Aussi les efforts de Sue constituent-ils peut-être l'ultime rempart contre l'extinction de l'espèce. Encore plus au nord, dans les bois reculés de la péninsule du Cap York, un perroquet intrigue les scientifiques depuis un siècle. Le jeune biologiste Steve Murphy est arrivé ici il y a 10 ans. Il cherchait à percer le secret du kakatoès le plus spectaculaire de la planète, le kakatoès noir. Rares sont ceux qui ont déjà vu cet oiseau. Regardez, le voilà. Le kakatoès noir est apparu il y a des dizaines de millions d'années, à une époque où la forêt tropicale recouvrait l'Australie. C'est le grand ancêtre de tous ces volatiles. Avant que Steve Murphy n'entreprenne son étude, cet oiseau mystérieux demeurait méconnu. Le seul moyen d'en localiser un dans la forêt est d'imiter son cri. Il dispose d'un registre de cris très variés pour la parade. Le cri de salut en fait partie. Il ressemble en effet à un salut adressé à un partenaire ou à un oiseau voisin. Contrairement à d'autres kakatoès, les noirs ne vivent pas en groupe. Une fois en couple, il semblerait qu'ils restent fidèles au même partenaire pour la vie. Ils peuvent par ailleurs vivre jusqu'à 90 ans. Une femelle en captivité a eu son premier poussin à 54 ans. Pour séduire une femelle, le mâle doit avoir un patrimoine et être propriétaire de nids agréables. S'il veut avoir une chance de s'accoupler, elle doit en outre être convaincue de son aptitude à construire plusieurs nids magnifiques. Tous les aspects de la parade du kakatoès noir sont destinés à attirer l'attention sur ce bec massif. Le rouge sur la joue, le déploiement des ailes qui le grandit, tout est là pour attester de sa force. Et cette force dépend avant tout de son bec. Il cherche surtout à prouver qu'il représente un investissement sûr et qu'elle peut sans crainte placer tous ses œufs dans le même panier que lui. Ils se retrouvent dans ces nids tous les matins et tous les après-midi.
Ils échangent les dernières nouvelles. Tout se passe comme si on écoutait un vieux couple marié. L'analogie ne s'arrête pas là. On retrouve chez eux, comme chez les humains, la fierté qu'ils tirent de leur lieu de résidence. C'est exactement pareil. Mais l'attitude la plus frappante, c'est quand le mâle rapporte au nid un petit morceau de bois et qu'il le fait retentir contre le nid. C'est peut-être parce qu'ils vivent si vieux qu'ils ont le temps d'en apprendre autant. Mais dans le règne animal, il est quand même rare de voir un outil utilisé avec un tel esprit de suite. Il se peut que la femelle observe ses percussions et en déduise quelque chose au sujet du mâle ou du nid. Elle tire une information du son qui résonne à l'intérieur du creux. On ne sait pas vraiment laquelle, mais en tout cas, elle se montre très attentive. Le mâle essaiera 2 ou 3 baguettes avant d'en retenir une qui le satisfasse pleinement. Quand il joue de la baguette contre le nid, on a bel et bien l'impression d'entendre un rythme. Quand il a fini de jouer, il se pose souvent au bord du creux et débite la baguette en brindilles pour en tapisser le nid. Si le mâle lui fait une forte impression, la femelle descendra le rejoindre à l'entrée du nid pour voir s'il vaut la peine de s'accoupler avec lui. Une fois le nid approuvé, il s'envole pour un petit repas matinal. Les oiseaux de la région se rassemblent sur les arbres qui portent des fruits. Le bec puissant des cacatoès noirs leur permet de manger des aliments auxquels d'autres cacatoès, et d'une manière générale d'autres animaux, n'ont pas accès. Les cacatoès noirs sont d'après moi très intelligents. Il suffit d'observer la parade nuptiale d'un couple dans son nid, ou un mâle façonnant une baguette, pour se rendre compte du niveau de réflexion dont ils sont capables. Certes, ces cacatoès noirs royaux ne sont pas les seuls à être malins. Tous les perroquets sont futés. Alors que chez la plupart des oiseaux, l'apprentissage se limite aux premiers mois, tout au long de leur vie, les perroquets continuent d'accumuler un savoir qu'ils lèguent à leur progéniture. Si à leur capacité réflexive on ajoute l'habileté avec laquelle ils se servent de leur bec et de leurs pattes, on en vient à se dire que les perroquets étaient en quelque sorte préadaptés à ce continent sujet au changement. De l'assèchement des terres à l'arrivée des Européens, ces oiseaux les plus intelligents qui soient ont prospéré et fait de l'Australie le pays des perroquets.